TEASOA, l'opérateur de l'habitat social de la province Nord, est en grève cette semaine. En faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population de la province Nord, l'association Renouveau TEASOA voit le jour en 1983. 35 ans après sa création, la survie de l'outil semble être menacée. Quel est le bilan de l'association? Qu'en est-il des chantiers en cours? Réponse ce soir dans notre émission. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission. Bienvenue dans la bande. Ce soir, nous accueillons Charlet Souriau. Charlet, bonsoir. Bonsoir. Alors Charlet, vous êtes le porte-parole du personnel de l'association TEASOA. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de votre mouvement de grève de cette semaine. Quelles sont les nouvelles depuis hier? Pas beaucoup de nouvelles. On a eu un peu le retour au niveau des artisans qui ont sollicité un entretien avec les responsables de la province. Donc ils ont été reçus par la vice-présidence, dont M. Slamet, M. Tutugoro et le responsable de cabinet, Jean-Pierre Diaoui. Oui, on est un peu dans un effet ping-pong entre la province, on se renvoie la balle. C'est pas ce qu'on nous on recherche. Nous recherche c'est surtout d'essayer d'apporter des solutions à la détresse de notre outil. On en parle tout au long de notre émission, Charlet. Nous avons aussi Stéphanie Marlier qui est avec nous en plateau ce soir. Stéphanie, tu es rayonnante. Bonsoir. Merci, bonsoir toi aussi. Bonsoir. Bonsoir. On ressemble à des pans ce soir, nous a-t-on dit en régie. Ce soir, Stéphanie, tu nous prépares quelque chose de bon. Oui, alors en province Nord, donc, nous avons une politique publique d'habitat social aidé. Et ce soir, nous allons donc voir comment ça se passe dans d'autres pays. On en parle après. Alors, l'opérateur, nous l'avons dit, de l'habitat social de la province Nord est en grève cette semaine. Alors, les salariés dénoncent les coupes budgétaires de la collectivité. Nous sommes allés à la rencontre hier du personnel de TEASOA au siège social de l'association qui est à Touault. Je vous propose de regarder ce sujet. On revient sur les propos juste après. On est quand même incontournable. On n'employait que ce mot-là au travers de l'habitat au niveau de la province Nord. Mais qu'on est aussi quand même un partenaire qui est reconnu aussi. Parce que si on s'inquiète de notre devenir, c'est parce que quelque part on touche aussi les populations, on touche nos différentes familles là où ils sont. Et nous, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on va toujours continuer à œuvrer pour les populations les plus démunies, les plus défavorisées. Parce que c'est ça qui fait notre force. À nous, tous les employés de TEASOA. Au-delà de notre salaire, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, parce que c'est surtout l'engagement que chacun y porte par rapport au travail. Mise à mort de TEASOA après 35 ans au service des populations du Nord. C'est ce que dénonce le personnel de l'association Renouveau TEASOA. Opérateur privilégié de la province Nord pour sa politique d'habitat social, celle-ci aurait réduit sa participation de 35 millions ces 3 dernières années. Selon Edwin Yotoua, chef d'opération, l'apport pour 2018 de l'institution serait de 18 millions au lieu des 120 millions attendus. Une situation qui menace le fonctionnement de l'association et l'avenir de ses 24 salariés. TEASOA a plus à faire ses preuves en termes d'habitat, mais on n'a pas ouvert toutes les vannes encore parce qu'on nous a toujours associés à l'habitat social. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi derrière. Et justement, c'est les compétences que l'on a chez nous. Et c'est des compétences qui ont été capitalisées. C'est quand même 15 ans d'ancienneté en moyenne, TEASOA. C'est un indicateur qui est fort et important dans une société pour parler de santé. Aujourd'hui, 440 bénéficiaires sont en attente de réalisation de leurs projets immobiliers. L'instruction des demandes d'aide à l'habitat est elle aussi mise en suspens. À travers la mobilisation de cette semaine, les salariés de TEASOA veulent aussi pointer du doigt un manque de communication de la part de l'administration provinciale et des élus. Il faut nous expliquer. Ce qu'on a besoin de savoir surtout, c'est d'avoir une position franche, officielle et responsable, mais en même temps qu'on puisse avoir aussi l'occasion aussi d'exposer la situation et puis de proposer des solutions, parce qu'il y a des solutions. Et un outil qui a 35 ans comme ça d'activité et qui a capitalisé autant de compétences, on ne peut pas les jeter comme ça à la poubelle. Et c'est quand même un outil qui est 100% local, avec 100% de Calédoniens derrière. C'est quoi le message qu'il faut passer derrière? C'est ce qu'on demande, nous, c'est des simples questions qu'on pose. Mais on a des solutions aussi, et puis on a des propositions aussi à faire aussi. Parce que si on en est arrivé là quand même, c'est parce qu'on nous a fait confiance tout ce temps-là. Mais on est prêt aussi à accepter aussi toutes les réponses négatives, comme les réponses positives. Mais il faut qu'ils nous le disent sincèrement, il faut qu'il y ait de la sincérité derrière tout ça.
Le conseil d'administration a pris la décision de licencier 10 salariés au mois de mai, ainsi que la fermeture des agences de Waelou et de Koumak. Le siège social à Touo pourrait suivre début 2019. Charlie Edwin nous parle d'autres compétences à développer au-delà de l'habitat social. À quoi il pense? Alors c'est vrai qu'on s'est focalisé l'existence de Terrasoir sur l'habitat. Donc ça c'est une compétence qu'on maîtrise parfaitement maintenant vis-à-vis en tant que donneur d'ordre pour nos politiques, pour mener en place ces politiques d'habitat. Mais c'est vrai que notre force aussi c'est d'aller là où personne ne va, donc dans les endroits les plus reculés. Tout ça, c'est vrai que ça a un coût aussi, mais voilà, nous, des fois, on part du principe qu'on pourrait mutualiser nos efforts, c'est-à-dire peut-être aller faire passer un autre message qui est l'habitat, pourquoi pas aussi Vous nous au parlez niveau tout à l'heure projet d'un économique. projet, Voilà. par exemple? Des projets économiques, pourquoi pas aussi développer pour pouvoir créer aussi de l'activité. Parce que l'habitat ne se résume pas, la finalité, c'est pas de faire des maisons pour les gens, mais c'est bien de pouvoir amener des revenus aux gens pour qu'ils puissent après financer leur logement. C'est aussi ce côté-là qu'on essaye d'avancer. Alors Charlie, on l'entend, la province traverse une phase difficile en ce moment. Est-ce que vous pouvez entendre qu'elle a de grandes difficultés financières et qu'elle ne peut plus autant donner qu'auparavant? Alors bon, là c'est une question qui leur incombe à eux, on n'est pas dans les secrets de la province. Mais vous, est-ce que vous, au niveau de l'association, vous entendez cette restriction budgétaire? Oui, on l'a ressenti depuis déjà 2-3 années, où les diminutions des dotations de fonctionnement et même des dotations d'opération, parce qu'il faut bien scinder les deux choses. Oui. Il y a une partie qui est fonctionnement et et des conventions annuelles pour la réalisation des différents projets. Donc c'est vrai que sur ces deux budgets-là, il y a une baisse au niveau de l'activité. Ceci dit, oui, voilà, on ne sait pas exactement où va la province et où sont les volontés, mais bon, d'après ce qu'on a entendu, il y a quand même une volonté de lancer un appel d'offres plus tard, donc il y a bien de l'argent. Donc pour nous, ce n'est pas forcément le volet économique qui est mis en avant. Certes, il nous manque des fonds parce qu'on nous a alloué qu'une partie de notre dotation de fonctionnement. Maintenant, est-ce qu'il y aura la suite pour finaliser 2018 et 2019, après, ça leur appartient via cet appel d'offres qu'ils vont faire. Alors, dans le sujet, on l'entend, le budget a été réduit d'au moins 90 millions. Est-ce que c'est la réalité? Oui, c'est la réalité parce qu'on a Donc, de combien avez-vous bénéficié cette année? Normalement, de 18 millions. C'est une convention qu'on n'a toujours pas signée, donc voilà, on ne les a pas encore. Donc vous ne les avez pas encore? On ne les a pas encore, c'est bien pour ça que la mesure du conseil d'administration de mettre en place des licenciements, elle est économique, mais elle n'est pas forcément justifiée dans la mesure où notre donneur d'ordre, qui est la province, n'a pas suivi son engagement. Ça fait quand même 30 ans qu'il nous verse des dotations annuelles, et pourquoi cette année, cette coupe? Alors c'est vrai que d'autres associations sont aussi impactées, comme nous. Alors bon, est-ce qu'il y a des moyens financiers qui vont arriver plus tard? La culture est beaucoup impactée par les restrictions budgétaires provinciales. Alors les financements proviennent de l'association Terrasoir, proviennent à la fois de la province Nord, mais également des 17 communes qui sont adhérentes à l'association. Est-ce que d'autres sources de financement sont envisageables? Alors actuellement, on développe un peu du hors-programme, on crée de la prestation sur des gens qui sont capables de financer eux-mêmes leurs projets. Donc on intervient en tant que maître d'œuvre délégué pour eux, on le suivi de chantier, donc là on prend une petite prestation, mais ça reste très réduit, c'est pas ça qui va nous faire vivre. Et peut-être plus sur du long terme, mais bon, la concurrence est rude parce que là on rentre sur un marché privé et on est un peu aussi en concurrence déloyale du fait de notre statut d'association et de revenus publics dans notre fonctionnement, et vis-à-vis du marché privé, ça fait un peu défaut, quoi. Alors Terrasoir est l'opérateur privilégié de la province Nord pour la mise en œuvre de sa politique d'habitat social. Vous avez réalisé aujourd'hui près de 4175 projets immobiliers. 4175 maisons aidées par la province Nord avec un taux de participation de la population assez bas. Pour un de vos programmes, le taux de participation est de 1% de la valeur de la maison. Stéphanie, tu en penses quoi de cette participation de 1%? Pour ma part, je pense qu'on est quand même bien chouchouté en province Nord. Si la participation n'est que de 1%, contrairement à un pays par exemple comme le Japon qui... En fait, au Japon, il n'y a aucun système d'aide au logement. Donc, je veux dire qu'on est quand même des privilégiés en ce sens, pour moi. Et vous, Charlie, 1% de la valeur globale, est-ce que l'on peut dire que
que la province est finalement victime de son succès? Tout à fait, parce que vous parlez de nos programmes, mais ce ne sont pas nos programmes, hein, c'est bien des programmes provinciaux. Nous, on exécute. Hein, voilà, donc c'est bien leur politique. Alors oui, peut-être qu'ils sont victimes de leur succès, peut-être qu'il faut revoir, parce que c'est vrai qu'à l'origine, moi, quand je suis rentré à Tersois, les minima sociaux pour les personnes âgées n'étaient même pas de 15 000 francs. Je crois que c'était 13 500 francs ou 13 700 francs. Donc c'est vrai que bon, à 13 500 francs, on se pose la question comment les gens peuvent vivre de ça en étant âgés. Travaillant plus, voilà, une fois qu'on paye l'eau, l'électricité, bah, c'est clair que bon, il ne doit pas rester grand-chose. Donc là, peut-être elle avait, disons que la mesure qui était mise en place était appropriée à ce moment-là. Maintenant, les minima ont évolué. Possible qu'il faut rajuster ce balancier. Il faudrait peut-être voir à changer cette politique. Tout à fait. Et quand on parle d'1%, les plus gros montants, la plus grande valeur de maison, elle coûte combien? Bah, on est sur l'habitat province Nord, hein, donc c'est les plus grandes maisons que la province finance, hein, des T3. Dans la catégorie solidarité, bah, oui, voilà, les logements peuvent aller jusqu'à 11 millions dans les sites les plus isolés. 11 millions. Donc les gens ont à peu près, bah, pour ceux qui bénéficient en catégorie solidarité, il faut savoir que ces catégories-là, elles sont quand même définies via une enquête sociale et tout. Oui. Hein, c'est une démarche qui n'est pas anodine, hein, c'est pas à la tête du client comme vous pourriez penser. Oui, c'est vraiment, il y a une enquête qui est réalisée sur le terrain. C'est encadré et c'est la volonté politique est là pour encadrer la chose. Et là, la personne, bah, de 1%, donc ça ferait 110 000 francs pour ces personnes-là. 110 000 francs pour une maison qui coûte 110 000. Voilà. 110 Après, il faut savoir que le Code de l'habitat, lui, il limite l'aide. Les gens peuvent bénéficier des aides jusqu'à hauteur de 2 fois le SMIC, c'est-à-dire à peu près 350 000 francs. Passer les 350 000 francs, il n'y a plus d'aide. Et en fin de compte, bah, la politique provinciale, c'est d'amener un balancier, c'est-à-dire que ceux qui ont zéro, bah, ils sont très aidés. Et plus les gens se rapprochent des 350 000, moins ils perçoivent d'aide. Hein. À la fin, bah, en fin de compte, les gens, des fois, ils ont 500 000 francs d'aide pour la province et ils payent le reste. Quoi. Donc c'est 11 millions Pour les projets les plus lourds, oui, les plus éloignés. La maison la plus chère, elle coûte 11 millions. Et donc l'apport est de 110 000. Dans 110 000. 110 000. Je me perds. 110 000 francs. Alors, vous dénoncez également, au travers de votre tract, un manque de communication de la part de l'administration provinciale et des élus. Pourquoi un manque de communication? Vous ne parlez pas? Vous échangez pas sur les dossiers, sur les bilans? Bah, difficile, si, parce que, bah, en fin de compte, nous, c'est notre travail. Hein, on est mandaté pour la province, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on rend compte de notre activité. Hein, mensuellement, peut-être pas, mais bon, trimestriellement. On renvoie des tableaux comptables, des tableaux de suivi, de façon de justifier la consommation des crédits. Après, bah, on travaille plus avec l'administratif provincial que les élus. Hein, là, on est plus sur la partie service habitat. Bon, après, il y a des relations conflictuelles, mais bon, c'est pas plus que ça. En quoi il y a un manque de communication? Après, nous, c'est plus par rapport à la transparence de l'avenir. On est tous aussi impactés par rapport à l'évolution du pays, les décisions à venir. Donc, nous aussi, on est dans le doute parce que on marche tous sur des œufs, on ne sait pas trop où on va. Donc voilà, peut-être là, c'est là où il manque cette communication pour pérenniser cet outil qui est mis en place pour pouvoir le projeter et le confirmer dans l'avenir. Et là, il y a des postes qui sont directement menacés d'ici fin mai. Oui, parce que là, si on n'a pas les budgets, il va falloir qu'on réduise notre fonctionnement sur les dotations communales. Donc voilà, c'est à peu près une soixantaine de millions que les communes nous octroient, l'ensemble des communes. Donc il faut qu'on rajuste le tir. Donc c'est pratiquement sur 24, c'est déjà 10 personnes sûres qui vont partir. Donc ce qui va affaiblir l'outil, ce qui va rendre les conditions de travail difficiles pour ceux qui restent, parce que la province, elle est grande, de Bélève jusqu'à Canala. Ouais. Entre la partie administrative et la partie terrain, ça va faire beaucoup de travail, une surcharge, et ça risque aussi de dégrader la qualité du travail, parce que en étant surchargé, voilà. Et pour fonctionner normalement, pour avoir un fonctionnement sain, de combien vous auriez besoin? Actuellement, nous, on était sur les dotations de fonctionnement de la provinciale de l'ordre autour de 100 millions, 110 millions. Quoi. 110 millions la dernière pour bien de 2017, c'était 110 millions. En 2017, vous avez eu 110 millions. Et en 2018, 18 millions. Voilà. Donc, ça fait un trou, quoi. Oui, un gros trou, un gouffre même. Oui, c'est
C'est un fossé. Et encore, la convention n'est pas signée, donc voilà, on n'a pas encore les sous. Donc voilà, après arrive un moment, c'est les banquiers qui vont prendre la main et le commissaire en compte qui est déjà dessus l'affaire. Et qui est déjà sur l'affaire, m'a-t-on dit hier. Voilà, qui a lancé une procédure d'alerte administrative par rapport à ce manque de visibilité à venir. Alors, le président de l'association a pris la décision de mettre en suspens les demandes d'aide au logement. Nous avons rencontré le mois dernier un demandeur, justement à la tribu de Monéo. Je vous propose de revoir ce reportage. Des conditions sanitaires, des conditions de salubrité. En même temps, je vais regarder la construction aussi par rapport à ça. Bon, même si on va faire un point sur la construction, la grosse contrainte que nous on a ici, de toute façon par rapport à le fait de te déplacer, c'est surtout par rapport à les inondations. Parce que la zone elle a été classée en zone inondable. Chatel et sa famille ont été déclarés sinistrés depuis les intempéries de novembre 2016 où ils ont tout perdu. Cela fait 1 an qu'ils tentent de quitter leur habitation située en zone inondable. Pour ce faire, Chatel a fait une demande d'aide au logement auprès de la province Nord. Et aujourd'hui, ces visites techniques avec TASOA, l'opérateur en charge de l'habitat social. Il voit un peu, j'explique à lui comment ça se passe ici. Bon, je lui ai montré aussi la hauteur de l'eau. Mais c'est pas dans les temps qui vont venir encore. Peut-être il y a des inondations encore. Mais je préfère que les autres ils vont faire vite et avancer le dossier. Edwin, le technicien, fait le tour de la maison et prend quelques clichés dans les chambres pour les besoins du dossier. Là, par contre, toutes les poutres sont termitées. Hein. Ah oui, bientôt là, il va tomber. Ils sont tous termités là. En janvier 2017, l'équipe municipale réalise des terrassements en urgence au sud de la tribu pour le relogement de 3 familles. Là, pour la plateforme, oui. Il y a combien de temps? 1 an et 3 mois. Ça a stabilisé depuis combien? Oui, voilà. Oui, avec les pluies, le soleil, tout ça. Chatel peut prétendre au programme HPN, Habitat Province Nord, destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap. Monsieur Chatel, il va prétendre un logement de type T2, donc avec une chambre et puis avec un séjour cuisine. Hein. Donc c'est un logement qui fait à peu près 60 mètres carrés. Hein. Malgré le caractère urgent de la situation, Chatel devra attendre en moyenne 2 ans avant de pouvoir espérer se déplacer. Son dossier doit encore passer 3 étapes de validation avant la pose de la première pierre. On a des commissions qui sont là, qui sont mises en place, qui vont traiter des caractères sanitaires, des caractères d'insalubrité, puis des caractères d'urgence par rapport aux intempéries et par rapport à tout ça. Donc c'est eux qui vont définir après, qui vont positionner le curseur au niveau de son instruction de dossier. Chatel reste confiant. Si son dossier est validé, il est garanti d'avoir une maison. Dans l'immédiat, il a décidé de construire un abri pour lui et sa famille pour être en sécurité en cas d'inondation. Là, on le voit, Edwin est chef de projet. Qu'est-ce qu'il fait exactement auprès des populations? Il est un peu comme nous, comme moi essentiellement. Hein. On est aussi conducteur de travaux, hein, donc on a beaucoup de maîtrise d'ouvrage sur le terrain. Avec les entreprises, on fait aussi du terrain pour l'instruction. Hein. Il faut savoir que les dossiers, on les monte en amont. Hein. On va chez les gens voir déjà où ils vont construire. Il y a une enquête. Si c'est la faisabilité déjà du pré-projet. C'est justement ce qu'il a fait là ce jour-là. C'est ce qu'il est en train de faire là ce jour-là. Donc c'est voir un peu les conditions d'accès, d'eau, voir si les zones à risque. Hein. Si ce n'est pas des risques maintenant, il y a les risques d'ébroulement comme ça au Wailou. Donc on a des cartographies qui sont bien définies pour pas mettre en danger. Donc il y a un travail de terrain d'instruction. Hein. Je veux revenir sur ce sujet de l'instruction, parce que c'est vrai que la province mélange un peu les deux. Comme je disais tout à l'heure, on a vraiment un budget de fonctionnement. Donc, dedans ce fonctionnement, c'est bien l'instruction des dossiers, le montage des dossiers. Il y a des chargés de clientèle qui interviennent aussi auprès de la population pour recevoir le public, pour enregistrer. Nous, sur le terrain, on va évaluer la faisabilité du projet là où il est demandé. Et de là, on finalise le dossier qu'on renvoie après à la province. Hein, donc ça fait partie de votre fonctionnement. Ça, c'est notre mission. Voilà, et c'est ce qui est impacté dans ces 93% voilà, au moins. Tout à fait. Donc il y a ça. Et donc après, le projet part en province, en commission. Les politiques amendent ou valident le dossier. Hein, et après, nous, on a le retour. Donc là, après, on part sur la faisabilité bancaire. Donc là, c'est aller chercher les apports, les préfinancements, les partenariats avec le FSH pour boucler le montage financier. Et une fois qu'on l'a, on sollicite la subvention provinciale. Et une fois qu'on a la subvention provinciale, pas que le papier, mais l'argent qui va avec. Là, à ce moment-là, on rentre sur le terrain dans la réalisation, phase réalisation. Donc ça, c'est vraiment le budget fonctionnement
Après, les budgets opérations, c'est vraiment lié qu'aux opérations propres. Donc, c'est ce qui va payer les maisons qu'on fait. Et chaque année, il y a un budget qui est donné pour le fonctionnement, un budget qui est donné pour les opérations. Alors, Stéphanie, quelle est l'histoire justement de Monsieur Jaireux Châtel de Monéo? Alors en fait, il est, donc comme tu l'as dit, donc il habite à Monéo, donc en zone inondable, hein, comme on l'a compris dans le reportage. Il a d'ailleurs été impacté par les intempéries de l'année dernière, fin d'année dernière. Et donc il a bénéficié par rapport à cela d'un terrassement qui a été fait par la mairie de la commune. Et donc justement, il est retraité, on le voit dans le reportage, et donc il répond aux critères en fait pour bénéficier donc d'une aide au logement. Donc il a déposé son dossier à Tersois. Et je voulais savoir, Monsieur Soriot, est-ce que, bon, au vu de la situation, quand aura-t-il sa maison? Est-ce qu'il va l'avoir? Comment ça va se passer pour lui? Alors bon, je ne sais pas où on est exactement, c'est pas moi qui m'occupe de ce dossier-là, hein, mais bon, après c'est dans la phase d'instruction. Comme pour Châtel voilà. Et comme pour d'autres personnes d'ailleurs. Après la procédure, elle suit son cours, nous on instruit et après on propose les dossiers en commission d'habitat. Maintenant il faut savoir qu'il y a un courrier officiel de la présidence, du président de la commission d'habitat qui renvoie à une suspension des aides. Pendant une année, voire 2 ans. Donc voilà, donc là déjà, on ne pourra pas instruire son dossier s'il n'a pas été instruit. Et on ne pourra pas continuer le chemin. Hein. Maintenant, il faut... Parce que là, les demandes d'instruction ont été suspendues. Voilà, tout à fait. Donc là, M. Châtel, il va devoir attendre, voire devra chercher d'autres financements, d'autres moyens de faire sa maison. On leur demande de revenir vers nous, on les ressollicite pour essayer de trouver d'autres solutions de financement. Mais c'est vrai que ce monsieur-là qui est retraité, il peut bénéficier d'une petite subvention FSH de 1 million qu'on a négocié avec le FSH, donc voilà, dans son projet. Mais c'est vrai qu'après, sur une maison de 4, 5, 6 millions, 1 million, bon, c'est déjà beaucoup, mais il va manquer 4-5 millions pour faire son projet et en tant que retraité, il ne peut pas bénéficier de crédit. Voilà, donc le projet risque de mourir né. Mourir dans l'œuf. Mourir dans l'œuf. Comme on dit. Quelle est votre relation justement avec ces autres partenaires sociaux, le FSH Ça fonctionne. Avec le FSH, il y a des commissions. On a travaillé aussi avec la DAS au niveau des blocs sanitaires. C'était une opération qu'on a menée jusqu'en 2016. Une convention qu'on a avec eux qui est pour l'instant suspendue, qui n'est pas annulée. Aussi. Parce que par manque de finances, on est toujours sur le nerf de la guerre, ce fameux argent. Et là aussi, on avait on prenait 9 millions pour gérer à peu près la réalisation d'une centaine de blocs sanitaires. Ils nous allouaient 200 millions à l'année. En gros, les blocs sanitaires avec un assainissement individuel revenaient à peu près à 2 millions pièces. Donc on arrivait à gérer une centaine de blocs sanitaires, ce qui n'est pas négligeable pour la population, parce que c'est aussi un besoin. Beaucoup de gens n'ont pas de sanitaire. C'est vrai que pour nous qui vivons dans les villes, c'est pareil normal d'avoir des toilettes chez nous, mais dans certains endroits, les gens n'en ont toujours pas. C'est difficile. Donc si Tersois n'existe plus, on peut imaginer que ces autres partenaires prennent le relais ? Après, si c'est plus nous, faut espérer qu'il y ait quelque chose qui suive derrière. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est préserver notre outil parce que on sauve déjà nos emplois et on sauve quelque chose qui est fonctionnel, qui répond aux besoins. Maintenant, s'il y en a d'autres, il faudra qu'ils prennent la relève, en espérant. Parce qu'on est bien là, on reste toujours sur de la volonté politique. C'est de la redistribution de l'argent de nous tous, c'est le partage. Vous restez optimiste ? Oui, je pense, parce que ici on est assez communautaire, donc je ne vois pas pourquoi on va devenir indépendant et individualiste. Ce n'est pas le but recherché, c'est bien le but de partager nos richesses, nos entités conjointes. Alors aujourd'hui, la situation financière de l'association est mise à mal, met à mal l'avenir de l'outil. Est-ce que si Tersois s'arrête, ça voudrait dire que c'est la fin du logement aidé en province Nord ? J'en reviens encore aux politiques, c'est à eux de porter cette décision. Nous, on n'est qu'exécutants. Alors, il faut qu'on essaye de rebondir autrement, mais c'est vrai qu'il faut trouver des leviers. Il faut savoir que Tersois est affilié aussi au niveau international à d'autres organismes d'habitat. Alors on va peut-être rechercher des pistes de ce côté-là aussi, trouver un autre partenaire pour pouvoir œuvrer et apporter quelque chose ici. Mais bon, c'est vraiment du long terme et ça reste compliqué d'aller chercher des fonds extérieurs pour les rapatrier et pour mettre en œuvre des aides sur le terrain. Donc finalement, ça ne tient qu'à une volonté politique selon vous ?
tout à fait. C'est le nerf de la guerre, c'est des décisions, c'est des volontés. On sait aller chercher des choses à l'autre bout du monde pour le pays, pourquoi pas pour l'habitat aussi. TEASO met en œuvre la politique provinciale au travers de 4 programmes spécifiques aidés, 4 programmes aidés spécifiques répondant aux situations financières, familiales, sociales, des situations familiales et sociales, pardon. Là, comme on peut le voir à l'écran, comment ont évolué les demandes ces 15 dernières années dans ces 4 programmes? L'habitat, bon, il y a ceux-là, l'aide Alors, il y a sociale. l'habitat de la province Nord, Oui, le donc, HPN. Le HPN, donc là, on est, comme je disais tout à l'heure, sur des logements clés en main qui sont faits par des intervenants privés. Donc la personne n'a rien à faire, on vient lui faire un logement. Cette demande, elle est là parce que voilà, les gens ne sont pas forcément la compétence, ne sont pas forcément les moyens techniques de faire leur maison. Des fois, c'est aussi des femmes ou des gens ou des familles monoparentales, donc voilà, ils n'ont pas forcément. Et les demandes, elles sont constantes ou elles évoluent? Elles sont constantes. Alors, à la hausse? Elles sont constantes, mais c'est vrai que avec la conjoncture et les retards pris sur les conventions et le retard et la cadence de production qui diminue par rapport aux dotations, il y a un peu un essoufflement. La population n'y croit plus trop, quoi. Vous avez l'objectif de combien de maisons par an? Actuellement, réalisation en réalisation. Nous, la structure, il faut savoir que la structure TEASO, on l'a agrandie en interne pour pouvoir répondre toujours à ces volontés politiques. On a été jusqu'à 240 logements. On a travaillé pour la province et l'État en 2003 pour le cyclone Erika et pour les logements trimolites. Et là, on a eu une cadence de plus de 400 logements, voire 500 logements. Ça a bien fonctionné. Parce que c'était amendé. En fin de compte, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Plus on va nous en donner, plus on va construire. Moins on nous en donne, moins on construit. Après, c'est vrai qu'avec le nouveau code qui a été mis en place, il y a eu une volonté d'améliorer le niveau de gamme des logements, c'est-à-dire la prestation, la finition des logements. Ça a eu un impact financier parce que ça a créé un surcoût, mais les dotations budgétaires, elles n'ont pas évolué. Donc en fin de compte, on est retombé. Ils demandaient de l'amélioration, mais les fonds ne suivaient pas. Voilà, donc en fin de compte, on est passé d'une cadence de logement qui était simple, brut, hors d'eau, sur une dalle brute pour les gens, d'une cadence de 230 maisons à peu près annuelles, à maintenant une centaine de maisons pour le même volume d'affaires. Alors, on va passer à la rubrique de Stéphanie avant de continuer. Stéphanie, tu as préparé des petites choses. Je propose de passer au jingle CNET. Alors, c'est parti. Donc, c'est une première en Polynésie française. Donc, un opérateur de logement social privé, vous allez le voir, Punaora, obtient la défiscalisation de l'État pour la construction de logements sociaux à loyer modéré. Donc, la première pierre de la résidence Teroa Aroué, qui se situe au nord-est de Tahiti, a été posée le mois dernier. Alors, il faut savoir que la politique publique de l'habitat en Polynésie a pour objectif d'atteindre une offre de 1000 logements sociaux ou intermédiaires par an, donc un projet qui favorisera la cession à la propriété des ménages modestes et intermédiaires. Donc je poursuis afin de pallier au manque de logements universitaires. Donc beaucoup de gouvernements d'autres pays ont choisi de copier le modèle hollandais qui propose aux étudiants des logements alternatifs de type conteneur. Donc ce concept s'est décliné un peu partout en Europe, mais aussi chez nos voisins australiens, car il s'agit d'un véritable bon plan pour les étudiants, puisque le prix est quasiment le même qu'une chambre universitaire, donc c'est à peu près 76 000 francs par mois, voire moins cher qu'un studio dans certains pays. Et en plus, ce type de logement est aussi éco-responsable. On poursuit. Alors enfin, direction la Chine, plus précisément Hong Kong, qui est le 3e centre financier au monde. Donc Hong Kong qui cache aussi sa part d'ombre. En effet, il y a une grande disparité au sein de la population. Les plus riches gagnent 44 fois plus que la population la plus pauvre. Donc un citoyen sur 5 vit dans une situation précaire. Et d'ailleurs, les plus démunis, vous allez le voir, n'ont d'autre choix pour se loger que de louer des logements de quelques mètres carrés. On parle de logements cages, voire de cabines cercueils. Donc un loyer est compris entre 10 500 et 12 000 francs le mètre carré par mois. Donc ce type de logement est apparu dans les années 50. En fait, c'était pour loger la main-d'œuvre immigrée, qui est aujourd'hui, et aujourd'hui, ils abritent toujours d'ailleurs les plus pauvres. Donc actuellement, on compte 90 000 logements de ce type.
qui ne dépassent pas les 5 mètres carrés en moyenne. Donc ils abritent près de 210 000 personnes dans des conditions d'hygiène, vous avez vu, et de sécurité déplorables. Et d'ailleurs, ils se trouvent juste à côté des gratte-ciel, en fait, des quartiers UP. Donc il y a un sacré contraste. Oui, bah ça nous... Ça fait peur, mais bon, voilà, on n'est pas dans cette typologie, Voilà. hein, on est quand même dans le milieu soignant. On est quand même bien chez nous. Je préfère revenir sur la première version à la tahitienne, là, où sûr. c'est vrai que là-dessus, il y a des choses à faire parce qu'on est dans le même contexte. Alors bon, il parle de 1000 logements, il faut savoir qu'actuellement, sur l'ensemble du territoire, hein, province sud, province île, on n'arrive pas à avoir cette cadence de production de logements. Donc le logement, il est vraiment à la peine sur le pays. Hein, c'est vraiment une demande qui est constante et qui est sur l'ensemble du territoire. Donc il faut, je pense, essayer d'avoir des leviers pour accélérer un peu cette cadence. Alors c'est vrai que nous, sur terre coutumière, il y a un travail à faire parce que le foncier, il est disponible, parce qu'il y a quand même beaucoup de terre. On n'est pas dans des villes comme en Chine, au milieu des buildings. Donc c'est vrai que les gens, on finit par les mettre dans les caves, pour les mettre dans les niches, parce qu'il n'y a plus de place aussi. Là, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'on peut quand même un peu partager cette terre-là. Comme on disait tout à l'heure, on est sur les personnes âgées, hein, qui bénéficient de 1%. Peut-être que on peut rentrer, comme ça s'est dit là, sur du locatif, sur terre coutumière. On peut essayer de voir avec les coutumiers pour avoir de la terre à disposition. Et au lieu d'investir dans un logement individuel, le grouper ou de façon à les louer. Et puis après quand les gens viennent à partir, d'autres viennent derrière. Alors, l'émission avance malheureusement très vite. Vous avez une rencontre jeudi prévue avec les élus de la province Nord. Qu'attendez-vous de cet entretien ? J'espère. Nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir sauvegarder notre outil. Alors, c'est vrai que on a différents sons de cloche. On a ce manque de lisibilité, de franchise de la part de la province. Actuellement, le combat a l'air d'être juridique. Hein. Alors, on nous dit que oui, mais maintenant, il faut lancer des appels d'offres. Ça fait quand même 30 ans qu'on travaille pour la province. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Ça a été des dotations de fonctionnement année après année. On va dire plus ou moins par tactique reconduction, hein, parce que l'outil est là et reconnu. Aujourd'hui, on nous met ce problème juridique. J'ai envie de dire que ce sont quand même nos décideurs. Quand ils veulent contourner la loi, ils y arrivent. Hein, ils ont su faire fi sur les règles du droit du travail, sur les règles du droit social, sur les règles du droit, de différents droits par rapport à leur lobby d'usine. On a réussi à faire rentrer des étrangers, à les faire travailler plus longtemps que tout le monde, à exonérer de beaucoup de charges. Et puis aujourd'hui, on nous dit que on est bloqué vis-à-vis de TSOA, qu'on ne sait plus faire, on ne peut plus faire. Moi, je dis que si la volonté est là, on doit réussir. Merci Charles, c'est sur ces belles paroles qu'on continue à espérer pour TSOA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous propose qu'on aille devant pour se rapprocher de nos populations, pour leur dire au revoir. Je sais qu'on m'a toujours demandé pourquoi on faisait ça, mais c'est pour se rapprocher encore un peu plus de vous à la maison. Donc, Charlie, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bon courage pour cette semaine de grève. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner des nouvelles de l'avancée de votre situation. Stéphanie, merci pour tes trouvailles. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À mardi. Merci, au revoir.